On va partir donc sur ces histoires crépies. Et la première histoire s'appelle J'ai fait une erreur et je vais vous la lire de suite. Tous les soirs, j'entends mon fils de 9 ans sangloter et se plaindre dans sa chambre. Il dit qu'il a peur du noir et qu'il n'arrive pas à dormir. Veilleuse, lumière du couloir allumée, toutes ces techniques que j'employais pour tenter d'endormir mon fils étaient peu efficaces et se révélaient coûteuses sur les factures. Mon salaire minable ne me permettait pas de faire de folie comme ça, surtout pour une peur enfantine. Mon travail en laboratoire m'exaspérait, ainsi que mes collègues. Ils ne voulaient rien tenter. On avait tout ce qu'on voulait et sous la main, mais la peur les empêchait d'avancer vers le progrès. Avec moi, ils me disaient que je ne savais pas dans quoi je m'aventurais. Que d'idiotie! J'avais donc décidé de voler du matériel et de prendre mon sous-sol en salle d'expérience ou même d'avancée scientifique. Ça dure 35 secondes, je pense, un clip. Je pense que c'est ça, 35 ou 40 secondes. Je ne dormais plus la nuit. Mon fils pleurait et la lumière du couloir me dérangeait. Je décidai donc d'aller regarder la télévision pour me fatiguer un peu plus. Alors que j'étais affalée sur mon canapé, une idée incroyable m'apparut dans la tête. Telle une lumière, elle était fabuleuse. Je sautai de mon canapé et courais vers le sous-sol où j'avais récemment installé mon matériel. Une fois de plus, mon génie avait parlé pour vaincre ses peurs. Il faut les connaître et les affronter. Mon fils ne craindra plus la peur infondée dans le noir. Quelques instants plus tard, j'avais anesthésié mon fils pour que je puisse le délivrer de son tourment. L'opération avait failli rater 2 fois, mais je l'ai soutenu. Je lui ai parlé pendant toute cette longue nuit de douleur. Il semblait se débattre et paniquer dans son sommeil artificiel. Il gémissait et transpirait énormément. Sur la fin de l'opération, j'ai dû prendre l'initiative d'éteindre la lumière pour ne pas mettre en faillite mon travail et la vie de mon fils. Seul point de lumière, une lucarne encadrée par la poussière laissant passer la faible lumière de l'aube. J'avais presque perdu mon fils dans cette opération, mon seul et unique fils. J'avais dû avoir peur de le perdre. Mais non, c'est pour ça que mes abrutis de collègues n'avancent pas, ne progressent pas. Ils ont peur de perdre des vies. J'ai laissé mon fils se réveiller tout seul dans son lit. J'ai fermé la porte à clé et coupé toutes sortes de lumières pouvant le mettre en péril. Il a besoin de repos pour vaincre sa peur. C'est la fin de la journée que je repris espoir. Mon fils, mon nouveau fils, pleura et se plaignit du noir et de ne pas retrouver sa veilleuse. Je ne veux plus te faire du mal, tu vas vivre sans peur maintenant. Je me tenais à côté de la porte, prête à ouvrir, la lumière éteinte toujours. Oui, comme tu dis. Je l'entendais se lever de son lit avec difficulté. Il tâtait les parois du mur pour se diriger vers la porte. Je déverrouillai la porte pour le laisser sortir. Une première main m'apparut, la main non touchée, pour qu'il puisse éteindre les lumières des pièces voisines. Le reste du corps se dévoila enfin entièrement. Son corps était intégralement teinté d'une couleur très sombre. Je pouvais décider de lui laisser sa couleur originelle, mais je voulais lui faire comprendre qu'il allait devoir vivre avec son ancienne peur. J'avais par contre laissé sa main droite telle qu'elle. Elle était pour qu'il puisse éteindre les lumières des pièces voisines de la couleur de base. Mais l'opération ne s'arrêtait pas à changer la couleur de la quasi-totalité de son corps. La partie sombre ne supportait pas la présence de luminosité, sous peine d'infliger une douleur aiguë
à la partie touchée. Il ne semblait pas être choqué de sa nouvelle apparence. Sans doute était encore-il un peu assommé par l'opération. Je m'étais habituée à vivre dans le noir quasi total pour pouvoir l'aider à combattre sa peur et être présent. Il semblait presque habitué. Il se débrouillait sans trop de mal à se diriger, sans utiliser ses yeux et ses mains. Durant quelques jours suivants, son comportement changeait. Il sursautait à des moments inappropriés et se retournait sans arrêt. Après ces changements comportementaux, il me faisait presque douter de lui-même. Il s'approchait de moi en poussant des petits rugissements d'animaux et laissait glisser très lentement sa main contre le mur pour éteindre les lumières. Je ne dormais quasiment plus, il errait dans la maison sans but précis et venait me réveiller en enlevant ma couette d'un coup sec de manière presque violente. Un jour tard dans la soirée, en rentrant du travail, je retrouvais ma maison saccagée, les meubles renversés, les cadres brisés, le papier peint arraché et surtout les ampoules éclatées au mur comme piétinées. Je l'appelais, priant pour qu'il soit là. Je le cherchais dans toutes les pièces. Rien, il n'était plus là. Un bruit de verre cassé m'interpella. Il se répétait de façon régulière. Je me retournai et découvris mon fils. Il semblait ravagé par la folie. Il avait dans sa main une éprouvette qu'il avait pris dans mon laboratoire. Il les brisait frénétiquement sur le sol. Il leva les yeux vers moi. Il était presque devenu blanc. Il se redressa en prenant appui sur la table et s'approcha lentement de moi. Il s'arrêta à 2 mètres et je restai immobile. Il me lança ensuite des éprouvettes encore remplies au visage qui éclatèrent pour relâcher leur contenu. Une vive douleur s'empara de moi. Je me recroquevillai sur moi-même et pendant cet instant, je me sentais perdre connaissance. Je me réveillai dans mon laboratoire. Je le reconnaissais à peine dans l'obscurité. Et dans l'état dans lequel il était, mais je ne prenais pas la peine de me lever. Le sol était froid, voire glacial. J'entendais la porte se fermer et un bruit de serrure se tourner. J'ai peur de ce que j'ai fait, j'ai peur du progrès. Ça fait réfléchir, hein. Ça fait réfléchir justement sur ce fameux progrès. Coucou Caro. Ça va et toi? Tu vas mieux? Donc, histoire qui fait trembler quand même, parce que quand on réfléchit bien, on se dit, ben, au final, ce serait tout à fait possible. Il y aurait des personnes assez timbrées qui voudraient justement être dans l'évolution et dans le progrès et qui pourraient créer ce système de choses vraiment complètement dingue en fait. Donc c'est une histoire, oui, qui est crépie, mais qui pourrait être réaliste sur certaines choses. Et là, en l'occurrence, eh bien, la victime prend la place du bourreau, tout simplement. Donc c'est, entre guillemets, un retour de manivelle. Oui, exactement, ça donne à réfléchir. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certaines histoires crépies, c'est des histoires crépies, point barre, sans plus. Et il y en a, bah, elles ont, entre guillemets, comme une petite, comment je veux dire ça? Euh, oh, je cherche mes mots. Euh,
Oui, un petit plus, mais ça donne une leçon comme un genre de leçon de vie qu'on voudrait laisser à travers l'histoire. Après, allez savoir si certaines de ces histoires qui ont été écrites ne sont pas tirées d'histoires vraies. C'est justement parce que ça pourrait arriver que c'est encore plus créepy. Merci, la morale de l'histoire. Merci, Caro. Ah. Caro aime aller dans ma tête chercher les mots qui sont tout remplis de poussière, me les dépoussiérer et puis me les donner. Il était temps que j'arrive, mais ça allait jusqu'à maintenant. Donc voilà. L'histoire suivante s'appelle Bloody Painter. Donc je pense que ça veut dire peintre avec le sang. Je pense bien que c'est ce que ça veut dire. Hélène avait 14 ans. Ses cernes donnaient l'impression qu'il n'avait jamais dormi. Hélène, pourtant, c'est une fille, ça. C'est un nom de fille. Bah, dis tout de suite que tu perds tes mots à cause de moi. Non, pas du tout, mais ça m'était pas encore arrivé depuis le début du live. Donc, t'es arrivé au bon moment pour me restituer les mots que je ne trouvais pas. Voilà. Bah, Valérie aussi, pourtant. Ouais, c'est vrai. Et Laurence aussi. Il ne s'occupait pas non plus de ses cheveux noirs en bataille. Il n'aimait pas faire d'efforts pour prendre soin de lui. C'était une chose inutile. Sa place est au fond de la classe, près de la fenêtre. Il est toujours assis ici, à dessiner tranquillement, comme si ça représentait tout pour lui. Il n'aime pas vraiment se socialiser. C'est un solitaire. Après l'école, il avait quelqu'un qui s'était fait pousser par terre. C'était Tom. Il était toujours victimisé. Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais seulement parce que les gens autour de lui ne l'appréciaient pas. Ce genre de choses arrivait souvent, et Hélène y était habituée. Bien qu'il se sentît mal pour Tom, il ne voulait pas s'en mêler car c'était assez ennuyeux. C'est ça. C'est quoi ça? Demanda Ban en mettant la main dans le sac et en tirant une montre incrustée de faux diamants. Hélène fut très surpris de la voir, puisqu'il n'en avait pas, il ne savait pas comment elle y était arrivée. Ah, c'est ma montre. Ban donna la montre à Judy. Les deux regardaient maintenant Hélène d'un regard noir. Ce n'est pas moi, dit Hélène, toujours en train de dessiner sur mon cahier sans relever, ne serait-ce qu'un peu la tête. Mais bien sûr, Judy quitta la classe avec Ban. Le jour suivant, comme d'habitude, Hélène s'assit à sa place pour dessiner. Il remarqua que l'atmosphère n'était pas normale autour de lui. Les gens commençaient à chuchoter des choses sur lui, et certains même le traitaient de voleur. Il décida de ne pas s'expliquer, parce qu'après tout, ce serait inutile. Le temps passa, et Hélène devint une nouvelle cible d'agression. Tout ce qu'il faisait maintenant obtenait des réactions exagérées. Il n'aimait pas ça, mais il ne résistait pas. Il gardait ses sentiments dans son cœur et gardait le silence. Jusqu'au jour où Ban vint le voir et lui arracha des mains son cahier avec ses dessins inachevés. Encore un truc sans intérêt, lança Ban, en arrachant quelques pages de dessin, les déchirant en morceaux, attendant de voir la réaction d'Hélène. À ce rythme, les sentiments qu'il cachait allaient surgir. Il frappa Ban d'un coup de poing à la tête et commença à se battre. Hélène n'était pas très puissante, donc il se fit taper en un rien de temps. D'autres écoliers étaient venus pour voir, et sans l'arrêter. Quelques personnes lui piétinèrent même la tête et l'estomac. On est d'accord. Mais ça existe vraiment, ce style de choses. À ce rythme, les sentiments qu'il cachait allaient surgir. Il frappa Ban d'un coup à la tête. Ah oui, mais ça, je l'ai lu. Tout de suite, après, la sonnerie retentit. Tout le monde arrêtait ce qu'il faisait.
et retournaient en classe, à leur place avant que le professeur n'arrive. Hélène retournait donc sur sa chaise, comme si de rien ne s'était passé, et l'enseignante entra dans la classe un peu plus tard. Mon Dieu, Otis, le nom de la famille d'Hélène. Que s'est-il passé? Hélène avait tellement de bleu visible sur lui que la maîtresse le remarqua directement en entrant dans la salle. Tout le monde se tourna pour le regarder, attendant de lui une réponse, tout en le regardant sombrement d'un air meurtrier. « Je suis tombé dans l'escalier, madame, » répondit-il avec un soupir, voyant les regards assassins disparaître. En rentrant à la maison, ses parents lui ont également demandé ce qu'il s'était passé et il répondit exactement la même chose. La veste bleue qu'il porte couvre tous les bleus qui ne sont pas sur son visage. Ses parents le crurent donc sur parole. Habituellement, quand ses parents lui demandent comment s'est passée l'école, il répondait toujours bien. Il leur mentit même en disant qu'il s'était fait plein d'amis, vivant gaiement chaque jour. Hélène refusait de dire à ses parents la vérité. Il ne voulait pas qu'ils s'inquiètent pour lui. Quelques mois se sont passés, il s'est habitué aux critiques et à se faire frapper et à se faire humilier. C'était une chose normale pour lui. Il était complètement immunisé à ce genre de choses maintenant. Qui l'avait piégé au début? Pourquoi le coupable a-t-il fait ça? Tout cela n'importait plus désormais. Plus rien n'était important. Salut, tu es là? Hélène reçut un message d'un inconnu sur Facebook. Qui es-tu? Répondit-il. Je suis Tom, je suis dans ta classe. Tom n'avait jamais interagi avec Hélène auparavant. Cela le surprit un peu. C'est pour? Demanda Hélène. Tu vas bien? C'est pas tes affaires, répondit-il à la question. Ce dernier écrivit pendant un certain temps avant d'envoyer ce message. Écoute, je sais comment tu te sens en ce moment. On est dans la même situation. Je voulais vraiment t'aider, mais je ne peux pas. Désolée. Après ce message, Tom et Hélène se parlèrent par message pendant longtemps. Et Hélène se sentait beaucoup mieux après lui avoir dit la souffrance et tout ce qu'il avait enduré. Maintenant, il peut même blaguer avec Tom. Hélène utilisait souvent le smiley sourire pour montrer sa joie. C'était la première fois qu'il pensait s'être fait un ami. Dans l'après-midi, le temps était chaud. Viens me voir sur le toit après la première heure du cours de l'après-midi. On doit parler. Me demande pas pourquoi, avait demandé Tom par texto hier soir. Hélène suivit les instructions et rencontra Tom sur le toit. Il fit un signe de la main et en marchant vers lui en disant « Hé Tom, comment ça va mon ami ?»« J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important, dit Tom, avec une expression très sérieuse. Tu te rappelles l'incident du vol de la montre? Comment Hélène pourrait-il oublier? C'était la cause de ça qui avait commencé à souffrir. Hélène acquiesça pour dire qu'il s'en rappelait. J'étais le coupable. Quoi? Hélène était choquée. J'ai volé la montre de Judy et je t'ai fait passer pour le coupable. Pourquoi t'as fait ça? Ben maintenant, tu es la nouvelle victime. Ma vie est tellement plus heureuse. Tom sourit niaisement. C'est vrai que tout le monde a décidé de victimiser Hélène. Ils n'ont plus embêté Tom. Il était comme un jouet délaissé. Pour lui, c'était parfait. Le temps qu'il passa en étant silencieux, il l'utilisa pour vivre sa scolarité sereinement. Il avait réussi, son plan était outrageusement parfait. Ouais, c'est ça, Caro. Hélène attrapa Tom par le col de son t-shirt et après l'avoir poussé un peu, ils finirent au bord du toit. Tom glissa et tomba du toit. Hélène attrapa instantanément sa main et essaya de le tirer, mais il n'avait pas assez de force pour cela. « Je suis désolée, Hélène. » Tom tomba. Hélène ferma les yeux. Il avait peur de regarder ce qui allait se passer.
Il ne pouvait pas imaginer ce qui arrivait quand on tombe d'un grand bâtiment de 6 étages. Quand les policiers sont arrivés, ils interpellèrent Hélène. Il était trop horrifié par l'accident pour dire mot. Encore une fois, il était devenu le sujet de discussion des étudiants. Quelques personnes pensaient qu'il avait poussé Tom du toit, mais la plupart des autres pensent que Tom s'est suicidé et que Hélène n'a pas réussi à le sauver, car ils l'ont vu attraper sa main avant qu'il ne tombe. Cette nuit-là, Hélène pleurait et tremblait dans sa chambre. Il n'arrivait pas à empêcher la culpabilité de grandir en lui. Il avait besoin de se calmer, et soudainement, une pensée lui traversa l'esprit. Mais ce n'est pas ma faute si Tom est mort. Il méritait de mourir de toute façon. Cela l'aidait à se sentir mieux, et sa culpabilité s'évaporait aussi. Hélène sourit d'une manière effrayante. Tom a reçu sa punition. Je suppose qu'il est temps pour les autres d'avoir la leur, non? Ses pleurs se transformèrent en rires dans l'obscurité de la nuit. Les camarades de classe d'Hélène décidèrent de faire une fête le jour d'Halloween, pas pour célébrer Halloween, mais juste pour que leurs amis se réunissent le temps d'une fête. Évidemment, Hélène n'était pas invitée. La nuit avant Halloween, Judy et Maggie se parlaient sur Facebook. Les deux vivaient dans un internat de leur école et la chambre de Judy était juste à côté de celle de Maggie. Alors là, c'est la conversation entre Judy et Maggie. Judy, qui vient à la fête demain? Je suis impatiente, very happy. Maggie lui répond, la plupart de la classe sera là, mais j'ai envoyé plein de messages à Ban et même si les messages sont tous lus, il ne me répond jamais. C'est quoi son problème? Je suppose qu'il travaille. Il se passe des choses bizarres. Depuis quelque temps, j'entends des bruits de pas qui viennent de ma porte. Je crois que quelqu'un marche dans l'internat. Attends, je vais voir. Maggie vit quelque chose d'inhabituel à travers la serrure de la porte. Oh mon Dieu! Il y a un gars dehors, il porte un masque et une veste bleue. Et il a un couteau. Il est plein de sang. Il tape sur ma porte là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Calme-toi et essaye de trouver une arme ou n'importe quoi. Essaye de te protéger. Il essaye de tourner la poignée, mais heureusement, je l'ai fermée à clé. J'ai peur. Maggie, qu'est-ce que je dois faire? Maggie, écoute. Sauve-moi. Maggie, calme-toi. Maggie, Maggie, tu es là. Les messages étaient marqués comme lus, mais Judy ne voyait pas de réponse. Soudain, Judy entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Au moment où elle tourna, elle sentit une souffrance horrible dans son estomac. Une personne couverte de sang, portant un masque ainsi qu'une veste bleue, était entrée dans sa chambre et l'avait poignardée. Cette nuit, tous les étudiants qui étaient dans l'internat ont été tués. Personne ne sait comment le tueur a fait. Le meurtrier a utilisé le sang des victimes pour peindre les murs. La plupart des peintures représentaient des smileys qui sourient. Un bon nombre de cadavres ont été émincés et écrabouillés, probablement pour avoir plus de pigments. Hélène Otis, le coupable, est toujours en fuite. Dans le salon de discussion où Judy et Maggie se parlaient, un message avait été écrit pour répondre au dernier message de Judy. Ne sois pas si impatiente pour demain, car il n'y aura pas de demain. Ah puis la police, non mais quelle cruche, mais c'est ça quoi. Voilà, ça c'était l'histoire suivante. Et c'est aussi une histoire, entre guillemets, qui pourrait vraiment, vraiment arriver.
peut-être pas dans un internat, si la personne ne vit pas dans l'internat, parce qu'il faut y entrer, et bien souvent les portes sont fermées, etc. Au jour d'aujourd'hui, c'est sécurisé. Mais ça pourrait arriver dans la vraie vie, ce style de vengeance. J'avais dit meurtre de masse. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu avais déjà deviné la fin de l'histoire, qu'elle n'était pas encore terminée. Donc voilà. Faut que je vous dise. Oui, dis-nous quoi? Dis-nous tout. Les histoires. Les histoires. Trois petits points. C'est moi qui les ai écrits. Ce serait toi la détentrice du blog. La détentrice secrète du blog. C'est pour ça qu'elle connaît toutes les réponses. Coquine, va. Coquine, Caro. Non, je soupçonne un ou une fan. Ah, d'accord, ok. Ça a été copié-collé. Oh là là, à notre Pierre Bellemare féminine. Exactement, exactement. Hmm. Ah là là, sacré Caro. Bon, allez, on continue. Attendez, parce que j'ai un problème avec ma souris et mon tapis, là. Je sais pas ce qu'il me fout. Hop, voilà. Et c'est pour ça que je me fais pousser la moustache. Alors, l'histoire suivante s'appelle L'Observateur. Lors de l'été 2003, un phénomène étrange s'est produit dans les marais de l'Écosse. Depuis lors, il n'y a aucune observation rapportée de l'observateur. Un homme appelé John Miller prétendu qu'un monstre était dans sa maison. Il a été pris au piège avec lui pendant 7 jours avant de pouvoir contacter la police. Ils sont arrivés à son domicile pour trouver un journal intitulé L'Observateur sur son canapé. Voici ce qu'il contenait. Totum. Jour 1. Je suis réveillée. Vous pouvez me prendre pour un fou, mais je sais que je suis surveillée par quelque chose qui est évidemment inhumain. Je ne vais pas au travail aujourd'hui, il va me suivre là-bas. Je suis dans l'attente d'entrer en contact avec lui, de le voir, de savoir que je ne suis pas fou. Mais je ne prends aucun risque. Parfois, j'entends une sonnerie forte dans mon oreille et je souhaite juste tomber de sommeil dans mon lit et que toute cette histoire ne soit qu'un souvenir. Jour 3. Alors, il n'y a pas de jour 2. Coucou Nisaya, comment vas-tu? Jour 1, c'est le WhatsApp. Je sais qu'il est réel, il me regarde toujours, je le vois au coin de mes yeux. Je ne peux pas l'entendre grogner. Je suis allée voir un psychiatre aujourd'hui pour lui dire que ce que j'ai vécu et il pense que je souffre de paranoïa. Mais il ment, ils mentent tous, ils sont tous faux. Je me suis barricadée chez moi pour être seule et étudier cette entité inhumaine. Autant que je vous le dise maintenant, s'il vous plaît, j'espère que quelqu'un trouvera ces notes et parlera de cette créature que je nomme l'observateur. Je vais nommer tout ce que je vois et entends. J'espère juste qu'il me laissera tranquille. Ça va bien, merci. Jour 4. Je l'ai entrevu aujourd'hui.
Il n'est certainement pas humain. Il avoisine 1,80 m. Sa posture était parfaite, droite. Il porte un grand manteau noir, je crois, mais je ne l'ai pas vu assez longtemps pour en être sûre. Ses mains étaient grandes et ses doigts comme des couteaux. Il ne semble pas avoir de pieds. On dirait qu'il flotte juste au-dessus du sol. Je n'ai pas vu son visage, mais je parie qu'il doit être horrible. Il ne semble pas se déplacer très vite, alors peut-être que je pourrais me jeter sur lui et l'attaquer. Je vais faire des recherches et essayer de trouver ce que je peux sur son sujet. Il grogne toujours et je ne peux pas dormir la nuit de peur de ce qu'il peut me faire. Je laisse mon leur, bon stream, bonne soirée, amusez-vous bien, des bisous. Merci Nisaya, des bisous. Ça fait toujours plaisir aux personnes qui savent pas nécessairement être là et qui laissent le lurk. Merci beaucoup à toutes ces personnes. C'est super gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Jour 5. Mes recherches étaient inutiles. On ne sait rien à propos de l'observateur, ou du moins, pas encore. Ma maison est dans l'obscurité complète maintenant. J'ai enlevé toutes les ampoules et je porte une lampe de poche frontale en espérant que ça va l'inciter à sortir. Je l'ai aperçu, mais il continue de garder son visage caché. Peut-être que c'est mieux. Peut-être qu'une fois que j'aurai vu son visage, il va tout saccager et me tuer. Je prends le risque. Je dois voir son visage. Je vais essayer de dormir ce soir. Je suis si fatiguée. Coucou Chadou, comment vas-tu? Elle me dit quelque chose cette histoire, Freddy. Jour 6. J'ai réussi à dormir la nuit dernière, à mon grand soulagement, mais mon réveil a été horrible. Pendant que je dormais, l'observateur avait laissé une grande coupure tout le long de mon bras. Il avait écrit un message au-dessus avec mon propre sang et il dit: Je regarde toujours. Ça pourrait, Caro. Je pourrais vous faire un livre de bord de mes nuits. Je vous avoue que ce serait tout à fait possible. Mais ce que j'ai vu pour la semaine prochaine, j'aime autant pas vous le raconter avant pour voir, même si c'est un truc que je redoute vraiment, qui pourrait se passer. Eh bien, j'espère que c'était juste un voyage dans l'astral sans plus. C'est ça, le 24. L'écriture était compliquée à lire, presque illisible, mais pourtant le sens était clairement compréhensible. Il est loin de me faire quoi que ce soit. Je le sais maintenant, il peut l'entendre partout. Je peux l'entendre partout, le sentir respirer dans mon cou, et quand je me retourne, il n'y a rien. Il me joue des tours, il veut s'amuser avec mon mental avant de brutalement m'assassiner. Il est la source de mes cauchemars, vivant quelque part dans les profondeurs de l'enfer. Je vais voir son visage, peu importe ce qu'il en coûte. Jour 7. Je l'ai vu. Son visage, je me suis endormie tout en écrivant hier. Quand je me suis réveillée, il était dans mon couloir. Il était allumé de lumière et il m'a regardé. Voici sa description. Il avait un grand manteau déchiré en bas. Comme je l'ai dit avant, il n'avait pas de pieds. Il planait. Ses mains étaient des griffes, chacune d'environ 50 centimètres de long, épaisses et pointues, presque comme des couteaux. Puis je vis son visage. Il avait une cagoule sur la tête, mais son visage était clairement visible. T'as toujours mal aux dents? Bah, dis-moi Lily, parce que le 23, j'ai rendez-vous chez le chirurgien, donc si c'est le dernier jour avant la fin du monde, je préférerais faire les autres choses. Non, c'est pas si grave que ça, mais c'est pas la fin du monde non plus. Mais voilà.
Faut aller chez le dentiste avec ses dents Shadow. Je lui ai dit, je lui ai dit un clou de girofle, de la sauge. Il peut aussi faire bah, des bains de bouche. Il peut mettre du vinaigre, de l'alcool de vinaigre dans sa dent avec un coton-tige ou de l'alcool, genre whisky, etc. Et au pire du pire, s'il n'a pas tout ça, moi je l'ai fait personnellement quand j'ai eu des corages de dents par le passé. Tu trempes de l'aftershave ou du parfum. Alors, ouais, tu vas avoir le goût dans la bouche, hein, mais après, pour pas avoir mal. Et tu fais passer, si tu as un trou, quoi, le long du nerf et ça va calmer les douleurs. Alcoolise-toi. Du thym aussi, c'est antibiotique. Oui, mais ça retirera pas. Ça peut retirer l'inflammation, oui. Mais s'il a une grosse carie ou quoi, viens, j'ai une tenaille. Ses yeux étaient juste des orbites noires et elle ne semblait pas avoir de fond. Il n'y avait pas de nez. Et puis, il y a sa bouche. Elle avait une forme de cercle, mais elle n'était pas noire. Il n'y avait pas de dents. Et il y avait aussi une sorte de fumée venant de lui, noire. Vous ne voyez pas à travers. Sa couleur de peau est d'un gris foncé. C'est horrible. Mon premier réflexe fut de jeter ma lampe sur lui, donc je l'ai fait. Et elle ne l'a pas touché. Elle n'a pas touché l'observateur et se brise au sol. Il n'a pas bronché. Il est comme inatteignable, voire immortel. Suite à cet acte, je fuis la chambre avec une vitesse incroyable. Je crains pour ma vie maintenant. J'ai appelé la police. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 1 heure au maximum. J'espère qu'ils ne prendront pas aussi longtemps. Je pourrais avoir Il pourrait m'avoir à tout moment. Je vais m'enfermer dans mon placard. J'espère juste qu'il ne peut pas lire ce carnet. J'ai un scalpel. Eh mais vous êtes tous le pauvre, un pied de biche, pauvre garçon. Peu de temps après avoir trouvé ce journal, la police a fouillé la maison à la recherche de l'homme et de l'observateur. Quelques minutes après le début de leur recherche, ils retrouvèrent son cadavre dans le placard vide. Des grandes et longues marques de griffes étaient présentes sur tout son corps et il avait une marque de morsure à l'emplacement de son cœur. Beaucoup de ses organes ont été arrachés et ses yeux ont été sortis de leurs orbites pendant euh, de ses orbites, de ses orbites. Nous savons maintenant que l'observateur est là-bas se régalant de personnes innocentes. Nous vous conseillons, si vous entendez des grognements forts et si vous voyez une silhouette sombre du coin de l'œil, que vous constatez les que vous contactez les autorités locales immédiatement. Nous n'avons trouvé aucune preuve photographique de son existence, mais nous allons prendre son aspect de la description que John a donnée dans ce journal. Il pourrait être n'importe où. La clinge et une porte et hop, dans... Ouais, aussi. Espèce de sadique que vous êtes. Dites celle qui veut retirer avec une ficelle. Une souris pour récupérer la dent. Si elle peut laisser un petit billet au passage. Oui, après, on en parlera d'ailleurs. Je ferai un live là-dessus. Mais vous savez que, dans le crépi, vous savez que il y a une histoire beaucoup plus sombre que la petite souris. C'est celle de la fée des dents. Mais pas la fée des dents gentille, hein. Vous savez, la petite souris n'est pas si jolie que ça. C'est ça.
C'est ça. La fée des dents, voilà. C'est une vilaine, c'est ça. C'est une vilaine. La fée des dentiers. Non, moi, je me suis jamais fait voler mon dentier. Il est toujours là. Moi, j'en ai viré une du garage. Elle était mignonne. Une fée ou une souris? Oui, exact. C'est même une fée meurtrière. Mais ça, on en parlera, je promets. Moi, elle a laissé des trous, la souris. C'est pas les mêmes souris, c'est ça. C'est mignon, hein. C'est mignon, les petites souris. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des souris et des rongeurs en général. Mais il y avait des copines avec, oui, forcément. Le Shadow va finir en Saint-Doux côtelette. Oui, c'est ça. Ah, si tu te laisses faire par les filles, je te plains. Je ne sais pas ce qui va rester après que ta dent soit retirée, hein. Parce que le scalpel, le pied de biche, ça fait peur quand même, hein. La ficelle avec la clinche de porte, là, à la rigueur, c'est pas trop barbare. Hmm. Moi, je t'ai donné des techniques pour te soulager, pas des techniques pour te faire souffrir. Je pense que mes histoires crépies, ça leur donne des idées. Hmm. C'est pas forcément l'animal en lui-même qui fait peur, mais ce qui symbolise les maladies, la saleté, etc. Oui, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont vraiment très peur des souris comme ils ont peur des araignées. Je l'ai fait avec une ficelle quand j'étais petite, c'est une arnaque. Non, c'est juste un mal pour un mieux. Mm. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'ils ne font pas leurs besoins où ils mangent. Un lapin ou un chinchilla, il fera toujours ses besoins d'un côté et jamais il les fera du côté où il mange, par exemple. Euh, c'est des animaux très propres. J'étais plus forte que la porte. Après, c'est à voir celui qui a tiré la porte. Parce que t'attaches là-dedans, ok, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte de l'autre côté ou qui la ferme. C'était moi. Ah ben c'est pour ça que ça n'a pas marché. Il fallait que ce soit quelqu'un, donc que tu aies la porte fermée, que tu l'attaches à la clinche et que de l'autre côté, il y ait quelqu'un qui ouvre. Après, ça peut casser et la racine peut rester à l'intérieur, hein. Ouais, je suis d'accord, Caro. Enfin, moi, personnellement, je chasse aucun de ces animaux dits nuisibles, ou la marcheur part avec aussi. Pour un enfant, surtout si c'est trop brusque. C'est fragile, hein, quand vous regardez, c'est juste un point de, entre guillemets, un point de soudure entre eux et ou la tête. Toujours dans l'extrême, dans l'extrême, Caro. Ah oui, je me souviens que tu avais des rats dans le faux plafond, je me souviens, ça s'est calmé, ça. Que le dératiseur, il était même venu. C'est la semaine passée, je pense même qu'il est venu. Ou c'est lundi. C'est ma langue qu'elle a penché.
J'ai pas eu le choix, oui, avec Liberty. Ouais, je me souviens. Si mes souvenirs sont bons, c'était lundi. Bon, allez, on va passer à l'histoire suivante. L'histoire suivante, elle s'appelle Salut, tu ne dors pas. C'est le titre. La nuit, mon lit, mon portable, et j'ai toujours aimé les messages plus que les appels. Cela me mettait la pression. Les textos, voilà une autre affaire. On peut réfléchir sur nos réponses tant que l'on veut, ensuite relire les conversations. C'est pour cela que je me suis acheté un forfait qui me permettait de papoter des journées entières. En plus, j'avais des gens à contacter. 1 heure du matin, je reçois un texto d'un inconnu. Salut, tu ne dors pas? Ah, salut, salut. Tu as de la chance que ce soit la nuit où j'ai une insomnie et je m'ennuie à mourir. Je réponds en souriant. Bah non, je dors pas, mais je te connais. Non, mais bientôt on se connaîtra. Je souris encore. C'est tellement amusant de faire ce type de rencontre. Une fois, j'ai fait connaissance avec un gars qui m'avait envoyé un message sans le faire exprès, en se trompant juste d'un chiffre de numéro, alors que ce nouveau est sûr de lui. On va voir. Je vais pas te dire mon prénom. Tu le devineras? Oui, Alicia. Eh ben, voilà un exploit extrasensoriel. Je suis sûre qu'on se connaît déjà. Je ne pensais pas qu'il pouvait deviner du premier coup un prénom si rare. Vas-y, t'es qui? Je ne le dirai pas. Tu veux voir un tour de magie? Ok, montre. Juste au moment où le dernier message a été envoyé, quelque chose tombe dans la chambre d'à côté. Je sursaute et, en reprenant ma respiration, je vais voir ce qui vient de se passer. Un nouveau message arrive. Tu as eu peur? J'hésite à ouvrir la porte fermée. J'écoute attentivement, mais point de bruit suspect. J'ouvre lentement la porte et je m'arrête encore. Je regarde une chambre, rien d'autre. Personne ne m'a pris le bras, personne ne m'attaque, il y a juste un petit pot qui est tombé sur le tapis. Je le remets à sa place et je m'installe dans le fauteuil en me moquant de ma propre peur. Alors, c'est quoi ton tour de magie? Tu l'as entendu? Veux-tu autre chose de plus sérieux? Caro. Alors, c'est quoi ton tour de magie? Ah oui, je l'ai lu ça. Là, c'est devenu perturbant. Ce type est assez bizarre. Ce n'est plus trop rigolo. Non, merci, je vais m'en coucher. Si tu ne veux pas me dire qui tu es, je vais pas te répondre. Même si tu ne le veux pas. Merde alors, je crois que le testo n'est jamais arrivé complètement. Et d'un coup, j'entends un cri. Non, un hurlement, qui avait un écho qui se répand sur toute la rue. En oubliant tout ce qui vient de se passer, je cours vers la fenêtre. Attendez, pourquoi aucun lampadaire n'est allumé? J'essaye d'y voir quelque chose dans l'obscurité sans y parvenir. Je retourne dans ma chambre en allumant toutes les lumières de l'appartement. J'ai peur. Un nouveau message arrive. Tu sais qui vient juste te crier? Un frisson passe dans mon corps et je ne vais plus répondre. Ça devait être sûrement quelqu'un d'ici qui m'a vu avec mes amis et qui leur a demandé mon numéro de téléphone. Non, ça c'est sur Messenger, Caro, que ça existe. Ne m'écris plus, je dors. Non, tu ne dors pas, tu ne dormiras plus jamais. Ce dernier message me parut terrifiant. Je décide simplement de ne pas lui répondre, plus rien. J'ai commencé à envoyer des messages à ma copine pour lui parler de mon interlocuteur mystérieux, mais elle n'admet pas avoir donné mon numéro à quelqu'un.
Bien sûr que c'est elle, toujours en train de le balancer à droite et à gauche. Soudain, je reçois un message. Pourquoi t'écris à ta copine et pas moi? Message, pas massage. Ça coupe ma respiration. Comment il sait? Ce qu'on m'observe ou quoi? Je demande donc à ma copine de venir chez moi. Heureusement, elle habite dans la maison d'à côté. Elle accepte et après 2 minutes, j'entends un nouveau message. Ta copine ne me plaît pas. Je dis à ma copine qu'elle fasse attention et que ce serait mieux si elle prenait son chien. Elle écrit: Ok, je sors. Je l'attends en me calmant un peu. Cependant, tu veux voir un nouveau tour de magie? Je ne veux plus rien, moi. Laisse-moi tranquille. Je suis en colère et terriblement effrayée. Où est mon amie? Oui, c'est elle. J'entends quelqu'un sonner à la porte. Enfin, je cours ouvrir la porte en oubliant de regarder dans le Judas. Je l'ouvre en me disant une taquinerie amicale et je me fige avec le sourire sur mon visage. Il n'y a personne derrière la porte, juste les ténèbres. Mon attention est attirée par une tache noire sur le sol, je n'arrive pas à bien le voir. On dirait un sac noir. Je me baisse pour regarder. Je m'arrête avec la main tendue. Ma bouche s'ouvre et avec un cri, et alors un cri reste coincé. C'est un chien. Le chien de ma copine. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus de pattes. Je ferme la porte et je la verrouille avec toutes les serrures qu'il y a. J'attrape mon portable, j'appelle ma copine, pas de message. Un message arrive dans la foulée. L'animal ne m'a pas plu aussi. Avec un cri assourdissant, je balance mon portable dans un coin. Je n'en peux plus. Je me mets par terre et je commence à pleurer. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec les messages qui arrivaient. Après une demi-heure, je me calme finalement et en soulevant lentement mon portable, je lis la même chose dans tous les textos. Écris-moi, écris-moi, écris-moi. Arrête, je t'en prie, laisse-moi seule. Vas-tu m'ouvrir la porte? Sans pouvoir le supporter plus longtemps, je compose le 17. Pas de signal. J'essaie encore rien. J'essaye de composer un quelconque numéro, mais sans résultat. J'avais trop peur de sortir de mon coin et d'appeler les voisins. En reprenant mes forces et le reste de mon courage, je tente d'appeler son numéro maudit. J'attends. Il y a un signal. Et là, mes yeux s'arrondissent lentement. L'horreur grandit en moi et tout mon corps commence à trembler. Juste derrière la porte de ma chambre, un appel téléphonique retentit. Mais exactement, et il n'y a pas que ça, hein. Tu peux aussi éteindre le son, tu peux aussi bloquer le numéro qui t'envoie les messages. Un sac à dos t'envoie des messages à une dame qui habite en Belgique, à Dour. J'étais pas au courant. Et tu lui dis quoi? Tu ne dors pas? Par voix. En cas d'insomnie ou t'es là. C'est ça. T'es là et là, ça te répond. Oui. Ça devrait te répondre. Oui, qui est là? Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Maintenant, je lui ai dit, ce sera plus marrant. Je pourrais plus m'imaginer sa tête. Hmm. Mais écoute, Miaomix, quand Caro fait une bonne insomnie, ou qu'elle se réveille ou quoi, on discute et bien souvent, elle s'endort pendant la conversation. Donc j'ai un effet soporifique. Donc c'est très bien. L'histoire suivante s'appelle Dans la pénombre. Nina est une jeune fille à peine âgée de 10 ans. Elle est muette. Elle était sur son lit.
Blottie dans ses couvertures toutes tremblantes, serrant fort dans ses petits bras sa peluche favorite. Elle ne trouvait pas le sommeil. La nuit avait pourtant l'air calme, mais quelque chose l'effrayait, quelque chose qui semblait être présent à ses côtés, caché dans les recoins les plus sombres à l'observer. Elle ne pouvait pas appeler sa mère à l'aide, mais elle était assez courageuse pour élancer son bras sur la table de chevet, posée contre son lit afin d'allumer la veilleuse. Quelque chose semblait retenir son bras. Ça lui faisait souvent, ça le lui faisait souvent quand elle décida d'allumer elle-même sa veilleuse de nuit, mais comme à chaque fois, cela ne durait pas plus que 2 secondes. Plusieurs étoiles se formèrent sur les murs et éclairèrent doucement sa chambre. Elle avait peur de vérifier ce qu'elle pouvait y trouver. Donc elle se blottit de plus belle sous sa couverture, avec une simple ouverture pour y mettre les yeux. Elle balayait chaque recoin de sa chambre du regard, mais personne ne s'y trouvait. Pourtant, elle sentait cette présence à ses côtés, une présence qui l'effrayait à chaque seconde, un peu plus, une présence qui la paralysait peu à peu sous sa couverture. C'est moins nocif qu'un somnifère, exactement. Je suis soporifique. Mais en lui parlant de tout et de rien, elle ne pense plus à ce qui s'est passé, à quoi que ce soit. Et en lui parlant de ci, de là, en lui envoyant des images, des idées, des trucs du genre, eh bien, en fait, j'entame une conversation qui n'a rien à voir avec son ressenti ou son truc du moment. Et je pense qu'en lui faisant penser à autre chose, eh bien, hop, elle s'endort tout simplement. Voilà. Son réveil affichait 1h30. Voilà désormais 2h30 qu'elle ressentait cette sensation. La sensation que quelqu'un l'observe. Sa veilleuse se mit soudainement à s'éteindre avec ce qui s'ensuit, comme un petit rire qu'elle avait sûrement dû imaginer suite à la fatigue. À ce moment-là, elle aurait aimé pouvoir hurler, appeler ses parents, mais elle criait dans le vide, sans aucun son. Le noir était la chose qui l'effrayait le plus généralement, mais cette présence la terrifiait bien plus encore. Elle était persuadée que c'était elle qui l'avait enfermée dans le noir. 30 minutes s'écoulaient où Nina continuait à crier dans le vide. Elle entendit des bruits se rapprochant de son lit, puis une main l'attira doucement. Nina se mit à pleurer. Cet homme n'était autre que son père. Son visage fut soudainement éclairci par un sourire et elle sauta dans les bras de son papa, laissant tomber sa peluche sur le plancher. Caro. Elle était tellement heureuse que son père vienne à son secours qu'elle lui demanda en signe de venir dormir avec ses parents. Le père accepta avec un sourire étrange. Il la prend dans ses bras jusqu'à la porte et ce qu'elle vit la rendit aussitôt pâle comme neige. Sa peluche était dévorée, la prise de sa veilleuse aussi, et comment son père pouvait-il être au courant de ce qu'elle avait fait, à savoir allumer la veilleuse s'il ne l'avait pas vu faire? La nuit, lorsque vous vous cachez sous vos couvertures à cause d'une présence, n'en sortez sous aucun prétexte. Ah, cette histoire, elle est what the fuck. Hmm. Son père est sûrement un invisible. Allez, on s'en fait encore une petite dernière et puis ce sera bien pour aujourd'hui. L'histoire suivante, c'est ça. L'histoire suivante s'appelle Le Croqueur. Je suis une âme perdue, ou un fantôme si vous préférez. Depuis quelque temps, j'ai pris comme proie un jeune adolescent. Il est grand, frêle,
et a de jolis yeux vert clair. Et surtout, il semblait fragile et pourrait me délecter de la peur qu'il dégagera bientôt. Je restais dans la maison de ma victime qui était dans une petite ville. J'aime les petites villes qui sont tranquilles. Elles étaient faites pour moi. Je n'en partirai plus. J'attends soit la nuit ou alors les moments calmes quand il est seul pour pouvoir l'effrayer, petit à petit. Parquet crie grince, porte qui s'entr'ouvre, vent glacial venant de nulle part, c'était moi. Vous avez sans doute eu ça chez vous lorsque vous n'étiez pas seul, mais j'ai quitté votre foyer, car vous ne croyez pas aux fantômes. J'étais assis sur son bureau toute la nuit, le regardant dormir. Il était tellement paisible. Je m'en rapprochai. Le parquet grinçait sous mes pas, mais pas assez pour le réveiller. J'approchai mon visage du sien et soufflai doucement. Il ne se contente pas il ne se contenta que de se retourner. Ça peut paraître stupide de faire ça, mais se nourrir est indispensable, même mort. Voilà une semaine que je suis chez lui et rien ne change, enfin presque. Il s'intéresse au paranormal, donc peut-être à moi, mais il n'affiche pas d'expression frustrée ou nerveuse. Il est inexpressif. Il me ferait presque peur. Il regarde parfois autour de lui et lâche de petits sourires comme s'apprêtant à faire une mauvaise blague. Ce serait marrant, ça se trouve. euh, c'est ce que je fais aux pauvres défunts qui viennent chez moi. Sur son ordinateur, il regarde des sites internet sur les fantômes, va sur des forums, il lit attentivement tous les messages et je crois vraiment qu'il m'a vu, mais il n'a pas peur. Je vais voir comment faire pour être un peu plus violent, parce que j'ai faim. Il dîne avec ses parents, tous tranquilles. Je les regarde manger et je me place derrière son père. Là, il se leva et recula sa chaise, mais dans un ultime effort, je la bloquai et il se retourna. Il poussa plus fort et je ne pus résister plus longtemps. Je lâchai la chaise et celui-ci partit presque en arrière. Le fils regarda son père fixement et leva les yeux vers moi. Je le regardai et un instant, je crus qu'il me regardait dans les yeux avec un petit sourire en coin. C'était enfin la nuit et je me baladais dans la maison tranquillement. Je déplaçais parfois un vase ou deux. Je claquais aussi la porte de la chambre pour le faire venir. Mon ventre gargouillait. Je mourais de faim. Tout ça à cause d'un foutu gosse ne ressentant aucune sensation ou quoi que ce soit. Encore heureux que ses parents étaient assez froussards, mais ce n'était pas eux que je voulais. Faut appeler Beetlejuice. Enfin la nuit, mon élément. Cette fois, je vais le harceler jusqu'à ce qu'il saute de la fenêtre. Il me le payera, je le jure. Il lisait un livre, d'horreur bien sûr. J'étais comme d'habitude assis sur son bureau et j'allais attendre qu'il éteigne la lumière de sa lampe de chevet. Il était minuit, je vais profiter qu'il soit endormi. Je descendais de son bureau et m'avançai vers lui. Je m'approchai enfin de son visage et le caressai doucement. C'est ça. La température baissait d'un coup près de 0 degré. Et ce n'était pas moi qui faisais ça. Je n'en étais pas capable. Le garçon ouvra les yeux, sa lampe s'alluma toute seule, et cela lui paraissait normal. Je reculai, j'étais désorientée. Il marchait dans ma direction, et il me sourit, en dévoilant une dentition affreusement pointue. Mais c'était qui ce gosse sérieusement? Et encore plus effrayant, il lisait dans mes pensées. Il me répondit d'une voix rauque, le croqueur d'âme. Je ne connaissais pas de telle créature. J'étais bloquée dans sa chambre, la porte avait même disparu. Il me prit les bras, me souleva et m'aspira en ouvrant anormalement sa bouche. Ça en fut fini de moi. Je demeurais dans un endroit noir, le néant, sans doute. C'est marrant, cette histoire-là, elle est très, 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 très interpellante.
l'arroseur arrosé. Mais vous savez, il y a, alors je ne dis pas hein, que les entités, elles font ça comme ça, mais ils ne se nourrissent pas de cette façon-là, c'est plus se nourrir de la peur parce qu'ils ont besoin d'énergie. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des entités qui sont là et qui essayent vraiment de faire peur et qui en jouent vraiment dans certains cas. Et là, quand on parle du garçon qui serait un croqueur d'âme, je dirais que parfois on a rencontré dans des lieux, d'ailleurs certains d'entre vous vous en rappelez, c'est déjà arrivé qu'on tombe sur des entités qui nous empêchent de communiquer avec certains défunts.